Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Lors de mes vacances d'été, j'ai visité une très jolie chapelle, la chapelle Saint-Michel au Puy-en-Velay. C'est une chapelle dont les bases ont été construites au Xe siècle, en haut d'un rocher volcanique de 82 mètres. Cette construction a suscité, chez moi, beaucoup d'admiration pour cette chapelle d'une part et aussi pour les personnes à l'origine de cet édifice. Et je me suis demandé, mais quelle a été la motivation qui a pu générer un tel projet ? Et de là, on a découlé ma question, mais qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre vie ? Quelles sont nos motivations ? D'une façon générale, on peut répertorier et classifier les motivations en fonction des besoins décrits par Maslow, un psychologue, en 1843. Il a classé et hiérarchisé les besoins par priorité et au nombre de 8. Alors pour simplifier, pour résumer, on peut les présenter en 3 grandes familles. Tout d'abord, les motivations liées à la survie et à la sécurité. Il est nécessaire pour nous de boire, de dormir, de se protéger du danger, d'avoir une sexualité pour perpétuer notre espèce. Et tant que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, il est difficile de penser à autre chose. La deuxième partie, la deuxième catégorie de motivation liée à la survie et la sécurité sont le fait de vouloir éviter les menaces et d'assurer la survie à long terme. Nous recherchons ainsi un environnement stable et prévisible. Nous évitons l'anxiété et les états de crise. Ici, nous pouvons dire que la stabilité financière, le logement, la santé font partie de cette catégorie. Il est facile de comprendre que si je ne mange pas à ma faim ou si je n'ai pas un lieu d'hébergement suffisamment confortable et suffisamment sécure, j'aurai du mal à créer des liens amicaux et des liens sociaux stables. La deuxième catégorie des motivations sont liées aux relations et à la reconnaissance. Le besoin d'appartenance et d'amour fait partie de nos vies. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons absolument besoin de l'affection des autres, des relations sociales. Les amitiés, l'affection, les besoins d'intimité font partie intégrante de nos vies. Et tout cela motive notre envie et notre besoin de créer des liens. Ensuite, il y a le besoin d'estime, de reconnaissance et de respect des autres. Comme moi, sans doute, j'imagine que vous avez besoin tout au cours de votre vie de vous sentir estimé et respecté, mais aussi reconnu par les personnes qui vous entourent. Le plaisir et l'évitement de la douleur sont des principes fondamentaux souvent inconscients. On cherche ce qui nous procure de plaisir et on évite ce qui nous cause de la douleur. Cela peut expliquer assez souvent des comportements très variés, des plus altruistes aux plus égoïstes. Bien sûr, dans tous ces comportements, nous pouvons repérer des variantes d'une personne à une autre. Nous sommes tous sensibles au regard de l'autre et de la société vis-à-vis de nous. Et nos motivations sont donc colorées par ces besoins.
Par exemple, si nous parlons des choix vestimentaires, ils sont bien sûr guidés par la saison à laquelle nous vivons. Mais ils sont également le résultat de la mode en vigueur à l'époque où nous vivons et à l'activité que nous sommes censés faire. Un homme d'affaires, par exemple, ne portait pas le même costume dans les années 1900 et de nos jours. Et sa tenue sera différente s'il va au bureau et s'il se rend dans une activité sportive. On sent très bien ici l'influence du regard des autres et de la société. Ce qui motive cet homme d'affaires lorsqu'il choisit sa tenue vestimentaire, c'est son besoin d'être reconnu comme faisant partie d'une classe socio-professionnelle particulière. La troisième catégorie de motivation est liée au sens, à la curiosité et à la transcendance. D'abord, la confiance en soi, la réussite. Cela pousse chacun d'entre nous à s'y fixer des objectifs, à apprendre, à travailler, à se surpasser. Nous éprouvons aussi le besoin de nous accomplir et de nous réaliser. Donner du sens à notre vie, développer notre potentiel, créer, innover. C'est souvent ce qui motive les artistes, les chercheurs, les enseignants ou ceux qui cherchent à laisser une trace dans leur vie. Enfin, il y a la curiosité et la quête de sens. Même quand les besoins de base sont comblés, l'humain reste motivé par le besoin de comprendre, la soif de nouveauté, le désir de spiritualité ou de transcendance. En m'écoutant, vous avez dû sans doute répertorier ces besoins dans vos vies quotidiennes et la manifestation de ces besoins dans votre vie quotidienne. En résumé, chacun d'entre nous est motivé à la fois par des besoins internes, biologiques et psychologiques, mais aussi par des influences externes, c'est-à-dire culturelles et sociales. Et la hiérarchie de ces motivations peut varier d'une personne à une autre, puisque nous sommes tous différents. Il me semble, en tout cas il m'est apparu à ce moment, que les questions à propos de nos motivations commencent à se poser à partir du moment où les besoins essentiels sont comblés. Parce que oui, je considère que le besoin d'être aimé fait tout à fait partie de l'essentiel dans nos vies. Dans nos sociétés occidentales, les besoins primaires sont satisfaits pour la plupart d'entre nous et la plupart des fois. Alors, quelques questions se posent. Quelles sont les motivations principales d'une personne lorsqu'elle agit ? Et puis on peut aussi se demander, à l'époque de la construction de la chapelle Saint-Michel, où les besoins essentiels n'étaient pas satisfaits, quelles étaient les motivations des personnes qui ont participé à sa construction ? Pourquoi construire un tel édifice ? Qu'est-ce qui a motivé les créateurs d'une part et qu'est-ce qui a motivé les ouvriers ? Une troisième question qui se pose à moi, c'est les besoins de curiosité et de quête de sens, le besoin de comprendre, le désir de spiritualité ou de transcendance ne viennent-ils pas parfois relayer certains besoins de base ? Nous pouvons bien sûr ici faire un certain nombre de suppositions. Mais j'ai souvent été frappée de voir que dans certaines parties du monde où la technologie et l'abondance n'existent pas, où la souffrance humaine est présente, la recherche de quête de sens semble souvent très présent. Par exemple, les peuples qui ont peu de choses pour vivre, qui connaissent la faim et dans lesquels l'insécurité est présente à tout moment, les êtres humains ont une spiritualité très importante et trouvent des moyens pour soulager leur douleur. Je me rappelle d'un reportage que j'avais vu à propos de personnes qui travaillaient sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Ils récoltaient du sel. C'était un travail très difficile physiquement et qui supposait des forces physiques importantes et une résistance à la douleur. Alors, ces personnes priaient beaucoup et consommaient des feuilles de coca pour les aider à continuer à faire ce travail si difficile. Alors on peut se poser cette question. Est-ce que cela veut dire
que l'ordre d'importance des motivations que nous a décrit Maslow peut être bouleversé quand nos espoirs semblent vains et que la réalité objective ne nous permet pas d'envisager l'avenir de façon positive. Ne nous tournons-nous pas vers des prières plus ou moins païennes, mais bien adressées à quelque chose de plus grand que nous? Alors, revenons à la motivation. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Avoir un métier épanouissant? Avoir une belle maison, une belle voiture? Partir en vacances? Personnellement, si j'ai toujours été très motivée par le fait de pouvoir être aimée par mes proches, ce qui m'a toujours motivée, c'est de vivre en harmonie avec les personnes que je côtoie. Alors, mes métiers ont été des moyens pour parvenir à cette motivation de départ. Vivre en harmonie, pour moi, ne peut arriver que si nous sommes dans des groupes humains où nous vivons plus ou moins un même niveau de satisfaction dans nos vies personnelles. Et c'est pour cela que j'ai choisi des métiers d'aide à la personne, pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse parvenir à cet objectif. Chacun puisse obtenir un certain niveau de satisfaction de ses besoins. Une personne qui affiche son désir d'avoir une grande maison avec un grand parc comme une superstar, ne cacherait-elle pas derrière un besoin de sécurité, de reconnaissance? Une personne qui aurait des idées très libertaires, peut-être à l'extrême, ne serait-elle pas une personne dont les motivations seraient la réussite, le besoin de s'accomplir, la réalisation du soi, ou même la curiosité et la quête de sens? Alors il me semble important ici que chacun d'entre nous se pose la question: mais qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Quelles sont mes motivations du quotidien? Est-ce que je veux avoir du sens dans ma vie? Est-ce que je veux juste avoir à manger? Est-ce que ce qui dirige mes actes est juste le résultat d'un besoin d'avoir des liens sociaux? N'est-il pas important pour chacun d'entre nous d'identifier et d'observer nos véritables motivations? Parce qu'on peut se poser la question de savoir si nos motivations ne viennent pas d'une peur, quelle qu'elle soit, et qu'elles engendrent des comportements inadaptés. Nos véritables motivations ne sont pas toujours celles qui nous viennent spontanément lorsque nous cherchons à nous justifier. Les connaître nous donne la capacité d'avoir conscience de ce qui nous motive, de ce qui nous anime, et nous donne aussi la capacité d'ajuster nos comportements à nos relations sociales, de façon à ce que nos relations sociales soient le plus apaisées possible. J'ai cette croyance depuis longtemps que lorsqu'une personne agit, elle a toujours une intention positive. Ses motivations sont toujours celles d'un être humain, quel qu'il soit. Toutefois, la façon dont elle agit, les comportements qu'elle adopte pour satisfaire ses besoins peuvent être particulièrement préjudiciables pour les autres. Je vous laisse y réfléchir. Et on pourrait également se poser la question de ces bâtisseurs qui n'avaient ni machine, ni moyens modernes, ni sécurité assurée pour construire cette magnifique chapelle. Et pourtant, ils ont porté ce projet insensé et l'ont mis à bien avec magnificence. Mais pourquoi? Était-ce la foi? Le désir de laisser une trace dans l'histoire de l'humanité? Ou le besoin de se dépasser? Finalement, la chapelle Saint-Michel est toujours là, presque 1000 ans après. Les motivations de ces bâtisseurs nous échappent peut-être, mais leurs gestes nous rappellent que certains élans dépassent la survie. Eh bien, c'est sur ces dernières réflexions que je vais vous laisser. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager avec vous ces quelques petites réflexions.
Et si cet enregistrement vous a interpellé, si cela vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis à très bientôt, dans 3 semaines, pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.